Ok. Bon, avec toutes ces présentations, tu prends la grosse tête, déjà qu'elle est déjà grosse. Mais je vous remercie, le Festival de Jazz de CJDS, c'est ça? Voilà. Et tous les gens qui ont pu, grâce à qui on est là, CDWeb évidemment aussi qui nous accompagne. Franchement, merci à tous et à toutes. C'est très difficile après tout ça là, de présenter quelque chose de cohérent. Mais bon, je vais commencer par me présenter. Effectivement, tu as commencé par le rap, les mixtapes, nous aussi. Et quand on démarrait, on a commencé pour rendre le rap populaire. C'est pas un peu fort? Ouais, c'est un peu fort. Hein? Voilà. Pour rendre ça populaire, on a commencé à faire des rap attaques. Et donc, durant ces rap attaques, les groupes qu'on aimait bien, on les a propulsés. C'était les groupes comme Daraji à l'époque. Donc, si vous voyez le premier rap attaque où on avait tourné, pour ceux qui étaient là à l'époque, le clip Ataïa, Monument Kobaïs, il y avait un groupe qui paraît qu'on voyait danser sur le terrain de basket. C'était le groupe Daraji avec le groupe Pifras à l'époque. Bon, bref. Pour vous dire, sport, musique pour nous, c'est la même chose. Rap Attack, ça fait partie de la culture hip-hop. Et nous, on a toujours vu ce que nous faisions, pas seulement en termes de musique, mais en termes de culture. Et voilà, cette culture, pour parler un peu d'où ça vient, nous, ça a commencé vers 84, 83, 84, d'abord par le Smurf. On était danseurs de Smurf. À l'époque, je n'avais pas de ventre, donc on pouvait faire toutes les phases. Par le Smurf, et après, on faisait des spectacles. Alors, dans ces spectacles qu'on faisait, c'était d'abord au collège Sacré-Cœur, je ne sais pas si certains connaissent, à Dakar. On les organisait, pourquoi? Parce qu'il y avait les semaines culturelles, et il y avait soit le club d'anglais, soit le club Histoire Géo, soit le club machin. Mais nous, on voulait, avec mes copains, on était 4 dans le collège. Ce qui nous intéressait, c'était tout ce qui était hip-hop. On ne voulait pas être dans le club d'anglais, on ne voulait pas être dans le club Histoire Géo. Parce qu'il n'y a que nous 4, on se comprenait entre nous, mais les autres ne nous comprenaient pas, parce qu'on s'habillait avec des gros pantalons, des jogging, ils ne nous comprenaient pas, on ne les comprenait pas. Donc nous, on a dit c'est le club américain. Et comme l'école ne pouvait pas nous subventionner, on a dit, nous, on va organiser nos spectacles. On a fait entrer 300 francs. On était en 84-85. Donc l'entrepreneuriat, pour nous, ça démarre en 84-85. Donc entrée 300, on remplit la salle, on fait des bénéfices. Et après, très vite, la salle se remplissait trop vite. On a dit entrée 600. La salle se remplissait encore. Et puis quand on a été vraiment, c'était en seconde ou première, ambitieux, entrée 1000 francs. Sold out. Donc, et c'est comme ça que Positive Black Soul arrive à financer son premier album, à produire, à s'autoproduire. Pourquoi on s'autoproduit? Parce que personne ne voulait nous produire. Les rares qui écoutaient ce qu'on faisait se disaient, oui, mais les petits là, ils parlent anglais, mais c'est du mauvais anglais, ils parlent français, ils parlent de politique, on ne veut pas de ça. Et puis, ils critiquent le gouvernement, on ne veut pas de problème. Donc, personne ne voulait produire. Donc, on a été obligé de produire nous-mêmes nos choses, jusqu'au moment où on a eu un monsieur qui s'appelle Mamadou Conté, qui est venu de France, avec le label Africa Fête, et qui nous dit il va nous manager. Il voulait aussi nous produire. On lui a dit non. Nous, tu ne nous produis pas. Nous, on se produit, tu manages, ou bien si tu veux, alors tu nous donnes. À l'époque, on était assez doge. Hein. On est en 88, 89, on lui dit tu nous donnes une. C'était quoi? Mitsubishi, Pajero intercouleur et 100 millions. Quoi? Mais vous êtes fous? C'est une cassette que je veux produire. On dit, ah oui, nous, c'est ça ou rien. Parce que nous, on voyait déjà dans les revues qui venaient d'Europe ce que les gens pouvaient gagner dans la musique. On s'est dit, pourquoi pas nous? Mais bon, notre marché était tout petit, sinon inexistant, alors que dans d'autres pays, il y avait déjà les MC Solar qui faisaient des carrières, des IAM qui faisaient des carrières, des Public Enemy, Eric Ben Rakim qui faisaient des carrières. Donc nous, on a eu cette ambition, mais notre pays ne pouvait pas. Donc on a sorti notre première cassette, autoproduite en janvier 1994, c'était l'album Boule Fallé. Et à partir de là, notre vie a changé parce que d'abord en 92, il y avait un morceau dans une compilation qui s'appelle Dakar 92.
C'était la première fois qu'on rappait un texte 100% Wolof. On disait « Nous, nous PS, nous, PDS, nous, PBS ». Et après, on terminait dedans par « Konyu Bogosoul dans les doules ». Donc, vous pouvez comprendre que ça ne plaisait pas forcément à tout le monde. Mais c'est ce statement, cette affirmation, nous PS, nous PDS, nous PDS, nous PBS, qui fait que jusqu'aujourd'hui, vous ne verrez jamais nous autres dans un parti politique. On doit rester à équidistance. Parce que sinon, une fois que tu perds ton indépendance, tu deviens très faible et on te manipule. Et ça, il n'est pas question qu'aucun politicien nous manipule. Donc, on n'est pas toujours compris. On peut être très close, très amis, très copains, mais on n'a pas envie de perdre cette indépendance. Voilà pourquoi c'est ça qui nous mène à notre entrepreneuriat. Si on a voulu être entrepreneur, c'est pour être indépendant. Ne pas dépendre de quelqu'un, ne pas que quelqu'un puisse te fermer ta bouche. Parce que celui qui te donne à manger te dicte ses volontés. Donc, aucun d'eux ne va nous donner à manger. On peut collaborer. Il y a un projet, tu me demandes de collaborer sur un projet culturel, je le fais. Et je mets mon expertise. Mais par contre, tu ne seras pas mon patron. C'est impensable. Ça ne passe pas. Je n'ai jamais eu de patron dans ma vie. Donc, pour nous, là, ce n'est pas possible. C'est cet esprit de hip-hop qui a amené la première génération à être très indépendante. Cette génération a pris la parole, cette génération a participé aux alternances, a inspiré d'autres qui ont continué le combat. Après notre génération, il y a eu la génération de Y'en a marre, une autre alternance. Et le rap sénégalais a cet ADN indépendant. Donc pour continuer cette indépendance, à un moment, les contrats de disques avec les majeures compagnies s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on fait si on doit survivre? Vas-y. Alors, pour survivre, ce qu'on a fait, on a créé une société qui s'appelait Hyperson. Hyperson, ça louait des sonos. Parce que dans les SICAP, nous tous, vous grandissez rapidement. Si tu es un bon SICAPois, tu commences par DJ. Parce que les SICAP, on n'a pas eu beaucoup de champions de football, mais pour BAL, je pense qu'on était les premiers. Non, BAL, ambiance bonheur, c'est les SICAP. Donc moi, j'étais DJ aussi dans les SICAP. Donc, et j'ai remarqué que la plupart des DJ, on était beaucoup, n'avaient pas de sono. Quand tu as une soirée, abalma ampli, abalma lecteur, abalma baf, abalma lumière, amont lumière. Bref, c'était compliqué. Donc, comme on avait des économies grâce à la musique, j'ai dit, bon, écoute, comme les gars n'ont pas de sono, et même les gars des autres quartiers, on va créer une grosse sono qui s'appelle Hyperson. Donc, Hyperson a commencé, et c'est de Hyperson qui est rentré dans le groupe Studio Sankara. Donc Studio Sankara, c'est pas seulement de la sono, c'est aussi du matériel vidéo, c'est du matériel de son, on fait des événementiels, on fait de la communication, de la publicité. Donc beaucoup de spots que vous voyez pour des grosses compagnies, des spots publicitaires, c'est Studio Sankara. Quand vous décrochez votre téléphone, il vous reste le message, tout ça, c'est Studio Sankara. Voilà, beaucoup d'images que vous voyez. Ça va de Air Sénégal, de la banque, à CBAO, à plein de trucs. Studio Sankara fait ça. Ça me permet, moi, de continuer ma musique et d'être dans mon combat. Donc, Positive Black Soul, c'est ça. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est, comme tu as dit, comment rester indépendant, vivre dignement de son métier, sans tendre la main, sans qu'à la fin de ta vie, on fasse une quête. Parce qu'il faut nous dire appeler Kondeisan, de donner musique, Mungide, Amuldara, Nenkoketal. Pour moi, c'est choquant que notre pays n'ait pas pu régler le statut de l'artiste. Jusqu'aujourd'hui, je profite que, M. Diatta, je profite pour vous dire qu'il faut qu'on accélère le statut de l'artiste pour que plus jamais nos artistes ne tendent la main et qu'on fasse des quêtes pour nos artistes. Je sais que vous êtes dessus, mais il faut accélérer le mouvement. Ça, on en a besoin. Je sais aussi que vous travaillez sur la copie privée. La loi, on a commencé à la travailler en 2008. Les gens ont perdu leur santé dans cette loi. Cette loi, il est temps quand même que la copie privée soit effective. Je sais aussi que vous avancez bien. Mettez la pression sur les finances, mettez la pression sur la douane
pour que la copie privée soit effective. La copie privée, ça veut dire que tout ordinateur qui va rentrer, toute clé USB, tout téléphone, tout ce qui peut contenir de la musique va payer une redevance, pas une taxe, une redevance. Et cette redevance va être perçue par la douane et reversée, reversée à la communauté. Donc, il faut que cette copie privée, ça veut dire que si on a, par exemple, je vous donne un chiffre, si par exemple la SODAV récupère aujourd'hui 1 milliard, demain elle pourrait automatiquement récupérer 5 à 6 milliards dans les premières années, parce que ça rentre par la douane. C'est beaucoup d'argent, donc c'est beaucoup plus de dignité, c'est beaucoup plus de projets pour accompagner la culture sénégalaise. Les textes sénégalais, j'ai envoyé le texte sénégalais sur la copie privée en Guinée-Conakry. Le ministre de là-bas était rappeur. En moins d'1 an, la Guinée commence les répartitions grâce à la copie privée. Le texte sénégalais a inspiré la Guinée. Sur le statut de l'artiste, le texte sénégalais a été envoyé au Gabon, chez un autre collègue qui s'appelle Massassi, rappeur, ministre de la Culture du Gabon. Le statut de l'artiste est une réalité au Gabon. Tous ces textes sont d'excellents textes faits par d'excellentes têtes sénégalaises et ne sont pas encore mises effectives dans notre pays. Donc c'est à nous aujourd'hui d'accélérer le mouvement, connaître les enjeux et chacun d'entre nous aujourd'hui, on doit se battre. Si tout ça est bien réglé, le festival de jazz aura beaucoup plus de moyens. La copie privée peut donner beaucoup plus de moyens par les sommes collectées pour soutenir des événements comme ça. Parce que nous croyons à la cohérence entre culture, tourisme, pour un booster économique. Nous ne voyons pas la culture juste comme du folklore, mais nous parlons aujourd'hui d'économie de la culture. Quand on a commencé à parler d'économie de la culture, les gens nous ont dit « Y'a un bug business, ah ouais, des businessman là. » Oh yeah, gros businessman, c'est quelque chose qu'on assume. Nous vendons nos œuvres. Sinon, tu ne vends pas ton œuvre. Hein? Oui, on ne doit pas parler d'argent. Ça, c'est une approche trop francophone. L'approche anglo-saxonne n'a pas le complexe de l'argent. L'approche francophone, non, il ne faut pas parler d'argent, il faut parler de la philosophie. On n'est pas dans ça, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on parle de l'économie de la culture. Donc, je suis venu vous présenter quelque chose qui va pouvoir nous aider à monétiser notre création. Je travaille en tant qu'ambassadeur pour le projet CLIP de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est tout ce qui est droit d'auteur géré par les Nations Unies pour faire court. C'est le service des Nations Unies pour la propriété intellectuelle. Donc, WIPO, OMPI. Et ils ont créé une plateforme qui s'appelle CLIP, c'est-à-dire Creators Learn Intellectual Property, pour que les créateurs apprennent c'est quoi la propriété intellectuelle. Pour que celui qui fait des vidéos sache est-ce qu'il a des droits ou pas. Celui qui fait de la musique, qu'il soit chanteur, musicien, propriétaire de droits d'auteur ou de droits voisins, sache comment récupérer ses droits et vivre décemment. Que le producteur sache qu'il a aussi des droits, qu'il puisse vivre décemment. L'éditeur, le manager puisse connaître quel type de droits existent. Dans tous les créateurs-là, souvent, ils peuvent mourir pauvres parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Où sont mes droits? Donc, il y a beaucoup de spécialistes, professionnels qui se sont mis ensemble pour justement nous aider à savoir où sont nos droits, comment récupérer ces droits, comment vivre décemment de notre talent et de notre créativité. Donc c'est la plateforme goclip.org. Et aller sur cette plateforme, c'est absolument gratuit. Au lieu d'aller faire 10 ans d'études, vous avez une solution un peu plus simple. Nous, on a eu une période dans notre vie où on a négocié un très mauvais contrat. Pour la première fois, on signait 1 million d'euros, mais on n'a pas profité de plus de 100 millions CFA dans ce 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que nous avions mal négocié. On a bien vu 1 million d'euros passer,
mais on ne sait pas où c'est passé. Et ça, des cas comme ça, il y en a eu beaucoup. Donc c'est pour ça que moi j'ai été un peu plus curieux pour savoir. Et donc ça m'amène à l'OMPI et ça m'amène aujourd'hui à être ambassadeur de cette plateforme qui s'appelle Clip, qui va nous aider nous tous créateurs, pas seulement les musiciens, les créateurs en général, savoir où sont nos droits. Donc je vais vous mettre une petite vidéo qui présente un peu ça. Et c'est en anglais et sous-titré en français. J'espère que tout le monde pourra lire. Ah, Beyond, c'est pas moi.